Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. « 300 millions de personnes souffrent dans le monde de troubles auditifs. » Avec nous pour en parler, Christine Petit, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes professeure au Collège de France, chercheuse à l'Institut Pasteur à Paris. Et vous êtes titulaire de la chaire génétique et physiologie cellulaire. Vous cherchez à mieux comprendre en fait les causes multiples de ces déficits sensoriels grâce à votre approche, on va le voir, de génétique moléculaire. Alors d'abord, pour commencer et qu'on pose bien les choses, qu'entend-on par troubles auditifs ? Un trouble auditif, c'est un vaste ensemble qui va depuis l'élévation de ce qu'on appelle le seuil auditif, c'est-à-dire le fait que si quelqu'un n'entend pas un son à une certaine intensité, vous montez l'intensité et il commence à entendre. Ça couvre également, alors ça couvre effectivement des atteintes de ce type qui surviennent à n'importe quel âge, qui peuvent être soit brutales, soit au contraire progressives. Ça comprend également tout ce qui est des difficultés de la compréhension de la parole, soit dans des milieux calmes, soit dans des milieux au contraire bruyants. Ça comprend les acouphènes, ça comprend certaines épilepsies auditives, ça comprend les amusies, le fait que vous soyez incapable de reconnaître une hauteur tonale, ça comprend... L'amusie, oui, absolument. C'est 3% de la population qui souffre d'amusie. Ouais. L'impact au quotidien, quel est-il? Il varie bien entendu en fonction de l'atteinte auditive, mais ça peut être handicapant d'un point de vue social? Ah, c'est considérable, hein. Alors, il faut bien distinguer naître sourd et devenir sourd ou malentendant. Naître sourd, disons les enfants qui sont atteints de surdité à la naissance, vont essentiellement avoir des difficultés scolaires. Les apprentissages scolaires sont plus complexes pour eux, mais disons qu'ils vont être capables de s'intégrer, de vivre de façon harmonieuse, absolument. Par contre, la personne qui devient sourde, et donc l'immense majorité des surdités sont des surdités qui se développent avec l'âge, c'est totalement différent. Il y a une souffrance psychologique qui est considérable, souvent une dépression, tout ça en raison de l'isolement social. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'apparemment la perte, enfin il y a des indications qui montrent que la perte auditive, qu'elle survienne autour de 40-50 ans ou ultérieurement, est le facteur de risque majeur de la démence. Un facteur majeur de démence. Parfois, on lit, on entend que c'est un tabou qui parfois provoque le déni, ce qui est difficile d'ailleurs pour les médecins et pour le personnel de santé. Est-ce votre sentiment? C'est tout à fait exact. Autant la malvoyance attire la compassion, autant le fait de mal entendre suscite généralement un rejet, parce que la voix est souvent mal placée, elle est à l'insu évidemment de celui qui entend mal, elle peut paraître agressive. Donc, parce qu'on fait répéter aussi sans doute on fait répéter, absolument. On sollicite donc de façon continuelle l'entourage. Donc oui, il y a un rejet des malentendants qui est... Enfin, les malentendants sont facilement stigmatisés, beaucoup plus que les malvoyants. Voilà pour le tableau, on va dire, humain, sociologique. Vous l'avez dit, 2 tiers des personnes des plus de 65 ans dans le monde sont concernées. On en vient à l'aspect scientifique des choses. Pourquoi cette perte auditive avec l'âge? Où est-ce que ça se joue? Au niveau cellulaire? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut bien distinguer l'enfant qui naît sourd profond et la personne qui devient sourde avec l'âge. Alors, si je peux faire quand même un petit retour sur l'enfant qui naît sourd profond, en règle générale, il s'agit d'une atteinte génétique, une atteinte héréditaire, dans les 3/4 des cas. Avec maintenant un grand nombre de gènes, on aura l'occasion d'y revenir, qui ont été identifiés. Et la situation est telle que quand vous avez une inactivation de ce gène, une modification de ce gène, une mutation dans ce gène, eh bien, vous serez sourd, léger, sévère ou profond. Ça, on peut le savoir, il y a un diagnostic préimplantatoire? Alors aujourd'hui, avec le nombre de gènes qui ont été identifiés, en particulier dans notre laboratoire, oui, aujourd'hui, le diagnostic moléculaire peut être fait devant un premier enfant qui naît atteint de surdité. Et la découverte d'une mutation va en premier lieu
permettre de dire aux familles qu'il y a un risque de récurrence pour les enfants à venir. Et pour les patients donc, qui perdent Alors, l'audition? pour les patients qui perdent l'audition, là, la situation est tout à fait différente. Sont impliqués à la fois des facteurs environnementaux et avant tout le bruit, et des facteurs génétiques. Alors, nous sommes engagés dans le déchiffrage, non seulement, il y a bien longtemps, de ces formes congénitales sévères ou profondes, mais maintenant dans ce que l'on appelle les gènes responsables de presbyacousie. Avec l'idée que, comme pour tout ce que les maladies communes, diabète, hypertension, vraisemblablement on avait affaire chez chaque individu à plusieurs gènes porteurs de mutations ou porteurs de polymorphismes qui ensemble contribuaient au développement de la presbyacousie. Et puis notre surprise a été, en s'intéressant à des formes sévères de presbyacousie, de se rendre compte que dans bon nombre de cas, ce sont les mêmes gènes que ceux qui sont impliqués dans les formes précoces, qui sont impliqués dans ces formes tardives. Alors le point est important parce que là, ce sont des atteintes monogéniques, comme pour les enfants, donc dues à un seul gène. Ce qui veut dire ceci ouvre la possibilité de songer à des développements de type thérapie génique aussi pour ces personnes qui deviennent sourdes. Alors ce qui est intéressant, pour ne pas dire fascinant, quand on lit et regarde vos travaux, c'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était plutôt la physique qui s'occupait de l'appareil auditif, en tous les cas en termes de recherche. Pourquoi la génétique moléculaire intervient? D'abord, pourquoi elle n'était pas présente? Parce qu'il y a peu de cellules, au fond, qui régissent l'audition. Alors, vous avez raison de souligner que longtemps le domaine de l'audition a été strictement étudié par les physiciens et aussi les neurophysiologistes, dans une certaine mesure, mais on ignorait tout des mécanismes moléculaires, c'est-à-dire que la dimension moléculaire, la façon dont les molécules forment des complexes qui ont un rôle absolument essentiel. Avec les synapses, notamment. Voilà, avec les synapses, avec la conversion de l'énergie acoustique en une énergie électrique dans la cellule sensorielle. Tout cela était complètement inconnu. Ceci était principalement dû au fait que les approches que l'on met classiquement en œuvre pour accéder à ce genre de molécules, par exemple au niveau visuel, sont soit des approches biochimiques, soit des approches de biologie moléculaire. Ouais. Et ces types d'approches nécessitent un grand nombre de cellules et un grand nombre de molécules. Et dans la cochlée, nous entendons seulement avec 3000 authentiques cellules sensorielles, ce qu'on appelle cellules ciliées internes. Donc, impossible d'accéder à ces mécanismes moléculaires via ces approches tout à fait classiques. Alors, à l'inverse, la génétique, sa puissance, d'abord c'est une approche qui est extrêmement robuste, et ensuite de ça, son efficacité est totalement indépendante du nombre de cellules ou de molécules qui sont impliquées dans un mécanisme donné. C'est pour cette raison que nous nous sommes engagés dans le déchiffrage, c'est-à-dire la recherche des gènes responsables de surdité chez l'homme. Alors aujourd'hui, on en connaît plus d'une centaine. On est allé au cœur de certains mécanismes comme la machinerie qui convertit l'énergie acoustique en énergie électrique, qu'on appelle machinerie de transduction. Comme vous l'avez souligné ou indiqué, la synapse également, qui a des propriétés tout à fait particulières. Donc on est aussi capable de comprendre quelle est l'origine de ces propriétés tout à fait spécifiques de ces cellules sensorielles. Comment vous travaillez en laboratoire? Vous faites des expériences notamment sur des rongeurs ou pas? Ou comment est-ce que vous travaillez sur des séquences génétiques? Notre séquence de travail est la suivante. On part de l'homme. Alors, en fait, nous avons pu ouvrir ce champ de la surdité héréditaire, isoler les gènes responsables de surdité, principalement en développant des collaborations avec des collègues vivant dans des régions où la consanguinité est forte, parce que les surdités profondes sont principalement transmises sur un mode qui est favorisé par la consanguinité. Donc, c'est principalement en travaillant en Tunisie, en travaillant au Liban, en travaillant au Maroc, en Algérie, etc. Pourquoi la consanguinité favorise-t-elle justement ces troubles? Parce que les surdités congénitales, les surdités de naissance, sont principalement transmises sur ce que l'on appelle un mode autosomique récessif. Il faut les deux allèles, en fait. Il faut qu'il y ait le donneur des deux allèles. Du père et de la mère. Le père et la mère entendent normalement, mais ils ont chacun un allèle atteint, et les enfants qui recevront les deux allèles atteints seront porteurs de surdité. Alors vous avez reçu en 2018 un prix très prestigieux, on en a déjà parlé à TV5 Monde, le prix Kavli, c'était donc en 2018, c'est l'équivalent du Nobel. Vous avez été récompensé et distingué pour votre travail pionnier donc sur les mécanismes
moléculaires et neuronaux de l'édition. Et vous allez bientôt, et vous avez d'ailleurs votre cours, Entendre sans comprendre, est à découvrir sur le site internet du Collège de France. Pourquoi entendre sans comprendre ? Parce qu'on réalise qu'il y a un nombre de situations qui étaient tout à fait sous-estimées, dans lesquelles les patients disent typiquement « je vous entends, mais je ne vous comprends pas ». Alors ceci correspond à des atteintes, en règle générale, périphériques, principalement des atteintes dues au bruit, mais se rangent aussi parmi ces atteintes les atteintes liées au vieillissement. Par conséquent, on est là dans sans doute la manifestation in fine la plus commune des atteintes auditives. Alors l'Institut de l'audition que vous allez diriger va ouvrir ses portes très prochainement, au mois de septembre à la rentrée, à Paris. Quelle est sa vocation ? Alors sa vocation, elle est multiple. On devrait parler de ses vocations, ses missions. Faire progresser la connaissance. Alors, ce que nous avons jusqu'à présent déchiffré porte essentiellement sur l'organe sensoriel auditif. Maintenant, il s'agit de comprendre à quoi correspond la perception auditive, quels en sont les mécanismes, donc de progresser vers le cerveau auditif. Ça, c'est pour l'aspect fondamental. Pour l'aspect médical, avec l'ensemble des données que nous avons obtenues au cours des dernières années, ces modèles animaux des différentes formes de surdité, nous sommes en mesure de développer des thérapies. En particulier, nous sommes engagés dans la thérapie génique des formes congénitales de surdité et j'espère prochainement dans la thérapie des formes que je mentionnais tout à l'heure, monogéniques des atteintes de la presbyacousie. Donc ce volet... Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui se prépare, en fait, à mon sens, c'est une véritable révolution. C'est-à-dire que de l'usage jusqu'à présent exclusif de prothèses qui amplifient le son ou l'implant cochléaire qui vient directement stimuler le nerf auditif, on va passer à un ensemble de possibilités thérapeutiques qui vont aller de la pharmacologie à la thérapie génique, voire, mais ça, ça sera sûrement un peu plus tardivement, à la régénération des cellules de l'oreille interne. Donc le choix va devenir large, la façon d'explorer les patients va aussi changer. Je pense qu'on entre véritablement dans une ère nouvelle. Eh bien, on suivra tout cela avec vous. Merci beaucoup, Christine Petit, professeure au Collège de France. Vous tiendrez votre leçon de clôture au mois de mars prochain, en 2020. Merci à vous.